Aujourd'hui, une webconférence avec Stéphanie Milo, conférencière, auteure et fondatrice du programme L'ADN du succès. Et aujourd'hui, Stéphanie va nous donner des conseils basés sur la recherche en neuropsychologie et en psychologie du succès. Et cette recherche qui montre des points clés pour se créer des habitudes productives de façon durable, ce qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Mais avant tout, je tiens à me présenter. Donc, tu l'as dit, je suis conférencière, je suis auteure. J'ai publié plusieurs livres dans les dernières années, Émotions quand tu nous tiens, pour mieux vivre avec le stress aussi. Donc, il faut savoir que pendant plusieurs années, j'ai eu une clinique en psychothérapie, donc je recevais des gens en consultation. Alors, je les aidais à gérer leurs émotions, leur stress. J'ai ensuite publié il y a quelques années La philosophie de l'iceberg, qui est un livre dans lequel je parle de comment développer notre plein potentiel, comment utiliser notre intelligence émotionnelle au maximum. Ensuite, le succès, ça s'apprend. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces livres-là, évidemment, sont disponibles au Québec, mais aussi chez vous, du côté de l'Europe. Alors, même si vous êtes de l'autre côté, c'est possible de vous les procurer. Et tout récemment, Rajeunir, donc un livre dans lequel on donne des outils pour justement, des conseils pour rajeunir de façon naturelle, donc augmenter notre santé, notre vitalité, notre énergie. Mais aujourd'hui, on est là pour effectivement parler de l'ADN du succès. Alors, je commence d'entrée de jeu avec cet énoncé parce que très souvent, quand je suis en conférence, je demande aux gens, est-ce que, selon vous, la connaissance, c'est le pouvoir? Et très souvent, les gens vont dire, oui, Stéphanie, la connaissance, ça nous donne du pouvoir. Je vous dirais que la majorité des gens vont lever la main. Et moi, j'ai envie de vous dire, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, la connaissance, c'est pas le pouvoir. C'est l'utilisation de la connaissance qui est le pouvoir. Et ça veut dire quoi? J'ai envie de vous proposer aujourd'hui de vous ouvrir l'esprit, de remettre en question certaines pensées que vous avez eues, certaines croyances que vous avez eues dans le passé, et vraiment de m'écouter et de dire ce que Stéphanie me dit aujourd'hui, je vais prendre ce qui fait mon affaire, mais je vais surtout aussi décider que je vais tenter le coup, je vais l'essayer. Parce que les concepts que vous allez voir dans la prochaine heure et demie, 2 heures, évidemment, il y a peut-être des choses que vous avez déjà entendues, que vous avez déjà lues, mais la question souvent que je pose aux gens, c'est est-ce que tu le fais dans ta vie? Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que concrètement, au quotidien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des choses que vous avez mis en place dans votre vie pour justement atteindre vos objectifs. Donc, évidemment, tout ce qu'on va voir, si ça reste sur votre feuille de papier parce que vous avez pris des notes, mais que par la suite, demain, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous ne passez pas à l'action, évidemment, il ne se passera absolument rien. Donc, ça, c'est vraiment super important. Allons un peu plus loin. Tu l'as dit d'entrée de jeu, Sébastien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est basé, oui, sur les recherches récentes en psychologie positive. Ce qu'il faut savoir, premièrement, qu'est-ce que la psychologie positive? Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ une quinzaine d'années, Martin Seligman, qui était à cette époque le président de l'Association de psychologie américaine, lors d'une conférence, Martin Seligman s'est adressé à tous ses collègues, qui étaient des psychologues, des psychiatres, et il leur a dit, depuis trop longtemps, la psychologie s'intéresse aux problèmes de santé mentale, aux problèmes de pathologie, à ce qui fait que comme être humain, on ne se réalise pas. Et dans ce congrès-là, Martin Seligman a dit, on a oublié quelque chose depuis des années, on a oublié de s'intéresser à l'autre bout du spectre. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Qu'est-ce qui fait qu'on s'accomplit? Qu'est-ce qui fait qu'on se réalise comme être humain? Et sans le savoir, ce jour-là a été un point tournant dans l'histoire de la psychologie parce que Martin Seligman a semé chez ses collègues le goût de faire des recherches pour voir qu'est-ce qui fait qu'on réussit comme être humain, pourquoi certains réussissent plus que d'autres, pourquoi il y en a qui se réalisent et qu'il y en a d'autres qui ont toujours l'impression d'être dans un cercle vicieux où ils n'atteignent pas leurs objectifs, où ils n'arrivent pas à se réaliser. Et à partir de ce moment-là, il y a des recherches un peu partout dans le monde qui ont été menées en psychologie pour essayer de comprendre le succès. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Et c'est bien important. Vous savez, quand je parle de succès, je tiens toujours à dire c'est quoi ma définition du succès? Parce que le succès, souvent, c'est utilisé à plein de plein de façons. Pour moi, le succès, ce n'est pas que le succès financier ou professionnel. Pour moi, le succès, c'est à tous les niveaux. Donc, réussir dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans ma vie de couple. Alors, si vous êtes en couple en ce moment et que vous m'écoutez, avez-vous l'impression d'avoir réussi votre vie de couple? Si vous êtes un parent, avez-vous l'impression de réussir dans votre rôle de parent? Si vous êtes en affaires, avez-vous l'impression de réussir dans votre carrière?
Si vous êtes à l'emploi de quelqu'un, avez-vous l'impression de vous réaliser, de réaliser votre mission de vie? Au niveau de votre santé, avez-vous l'impression, est-ce que vous êtes pleinement satisfait de votre santé? Donc, pour moi, quand je parle du succès, et c'est ce dont on va parler tout au long de la formation d'aujourd'hui, c'est d'atteindre un équilibre dans toutes les sphères de notre vie qui fait qu'on réussit dans toutes les sphères de notre vie. Donc, beaucoup de psychologie positive, beaucoup d'éléments tirés de la psychologie positive, mais aussi des neurosciences, donc des dernières recherches qui ont été menées en neurosciences dans les dernières années. Entre autres, je vais vous expliquer ce qu'est la neuroplasticité. Alors, la neuroplasticité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a découvert ça fait pas tellement d'années. On a longtemps pensé que le cerveau était immuable, que le cerveau ne bougeait pas. Et ce qu'on a découvert dans les dernières années, c'est que c'était faux. Le cerveau est capable de créer ce qu'on appelle des nouvelles connexions neuronales ou de se défaire de nouvelles connexions neuronales. Donc, ce que je vous propose, un peu plus loin dans la formation d'aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus en profondeur, je vais vous expliquer, de quelle façon est-ce que je peux créer des nouvelles connexions neuronales? Parce que qu'est-ce que c'est une connexion neuronale? C'est quelque chose qui, à force d'habitude, vient s'ancrer dans notre cerveau et fait en sorte que ça devient une seconde nature. Donc, quand on veut atteindre un nouvel objectif, on a avantage, premièrement, à développer de nouvelles habitudes qui vont, avec le temps, créer des nouvelles connexions neuronales. Donc, c'est comme des petits circuits dans le cerveau qui font en sorte que plus on adopte un comportement, une stratégie, une façon de faire, plus évidemment, ça devient une seconde nature. Et c'est ça qu'on veut créer. Donc, allons un peu plus loin. À partir de ces études-là qui ont été faites, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le succès serait génétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le succès serait génétique? On sait en ce moment que 50% de notre propension à réussir, ça vient de nos parents. Donc, des gens qui nous ont mis au monde, notre père, notre mère. Et je sais pertinemment qu'au moment où vous m'écoutez en ce moment, il y en a peut-être qui se disent, oh mon Dieu, ouais, moi, je n'ai pas été trop choyée par la nature. Mes parents n'étaient pas nécessairement des gens à succès. Mes parents ne sont pas nécessairement des gens qui ont réussi dans la vie. Si c'est votre cas, sachez une chose. C'est pas grave, parce que comme vous le voyez, on parle de 50% qui vient de notre génétique. Alors ça, c'est notre propension à réussir dans la vie. Ceci étant dit, il y a un autre 10% qui est ce qu'on appelle le facteur chance. C'est quoi le facteur chance? Moi, je dis souvent, c'est le timing. C'est être à la bonne place au bon moment. Par exemple, vous cherchez un emploi, vous croisez un ami sur la rue, vous lui dites, je suis en pleine recherche d'emploi, écoute, j'ai perdu mon poste, je cherche quelque chose. Et comme par hasard, la personne vous dit, ben mon Dieu, on cherche justement quelqu'un chez nous qui répond en tout point à ton profil, donne-moi ton curriculum vitae, j'essaie de t'avoir un entretien d'embauche. Donc, évidemment, on s'entend qu'il y a un petit peu de facteur chance, il y a un petit peu de timing là-dedans. Encore là, on a très peu d'impact sur notre génétique, on ne peut pas changer nos parents, on a très peu d'impact sur le facteur chance. Ceci étant dit, si vous êtes fort en calcul, vous êtes arrivé à la conclusion qu'il restait quand même un 40%. Et c'est sur ce que l'on va s'attarder aujourd'hui. Le 40% qui reste provient d'où? Donc, dans notre propension à atteindre nos objectifs, à réussir dans les différentes sphères de notre vie, il y a notre attitude. Et l'attitude, moi je le dis souvent en conférence, l'attitude c'est quelque chose qu'on choisit. C'est pas quelque chose avec lequel on est pris, c'est pas quelque chose avec lequel on se lève le matin et on dit « Oh non, aujourd'hui ma journée est foutue, j'ai une mauvaise attitude ». Non, on peut décider de changer notre attitude. Alors, première chose, l'attitude. Deuxième chose, les comportements. Donc, les comportements qu'on adopte vont soit nous éloigner ou nous rapprocher du succès et de nos objectifs. Ensuite, les actions, évidemment les actions qu'on pose au quotidien, les stratégies qu'on met en place dans notre vie, l'environnement, donc les gens autour de vous, que ce soit l'environnement familial, l'environnement au travail, l'environnement, vos amis, donc ces gens-là ont aussi un impact sur vous, ce qu'ils vont vous dire, la façon qu'ils vont croire en vous. Ceci étant dit, une grosse portion de notre propension à réussir, ça vient de ce que j'appelle nos programmations mentales. Et aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à toute cette portion. C'est quoi des programmations mentales? On va voir comment nos programmations mentales peuvent soit nous aider à atteindre nos objectifs ou encore nous nuire et faire en sorte que souvent, inconsciemment, on s'auto-sabote. On n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce que on a des croyances qui nous retiennent, qui nous limitent. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Souvent, la première question qu'on va me poser, c'est Stéphanie, c'est quoi une programmation mentale?
Quand on parle d'une programmation mentale, on parle de notre système de croyances. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez par rapport aux différentes sphères de votre vie? Prenons des exemples, allons un petit peu plus loin. Moi, je dis toujours, ce que vous croyez va se concrétiser. Est-ce que, par exemple, vous avez toujours voulu partir en affaires, mais que vous avez la croyance que dans votre famille, vous n'êtes pas des entrepreneurs? Parce que votre père vous a toujours dit ça. Ben voyons donc, ça fait aucun sens de vouloir partir en affaires, mon fils. On n'est pas des entrepreneurs. Alors, c'est drôle que tu soulignes ça justement, Stéphanie, parce que j'étais en train de regarder les réponses dans le chat, et justement, il y a quelqu'un qui s'était offusqué quand tu as dit 50% des facteurs de notre succès viennent de nos parents. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, que ça les fait sursauter en disant, ben non, je suis pas comme mes parents. Mais justement, est-ce que tu peux approfondir sur ce point, qu'en fait, les croyances qu'on a peuvent venir de là, mais que c'est les croyances qu'on peut choisir et changer? Exactement. Alors, c'est une excellente question. Effectivement, nos croyances peuvent venir de nos parents, mais un jour, on peut les avoir remis en question. Et je te donne un exemple très, très précis. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un de mes objectifs, c'était d'atteindre l'indépendance financière. Mais moi, mes parents étaient des ouvriers, mon père avait un salaire, n'a jamais été entrepreneur. Et lorsqu'à l'âge de 21 ans, Sébastien, j'ai voulu investir dans l'immobilier. Je me rappellerai toujours être allée voir mon père et j'avais trouvé un immeuble que je voulais acheter dans la région métropolitaine, donc de Montréal. Et j'avais dit ça à mes parents et mon père m'avait dit, ben voyons donc, Stéphanie, ça n'a pas de bon sens, les locataires, c'est des problèmes, t'es pas pour t'embarquer là-dedans. Donc, lui, à cause de ses propres peurs, parce qu'il voulait me protéger, on s'entend, mon père m'adore, mais dans sa tête à lui, ça ne faisait aucun sens. Mais moi, j'avais commencé à faire des formations en immobilier. J'avais un mentor à cette époque-là qui avait des immeubles à revenus. J'allais à des réunions du Club des investisseurs immobiliers, donc j'avais commencé à changer mes croyances. Les croyances que j'avais achetées quand j'étais jeune, donc de mes parents, et c'est tout à fait normal. On achète nos croyances de nos parents, on va en parler tout à l'heure, de nos professeurs, des gens qui ont été significatifs pour nous dans la vie. Ceci étant dit, t'as raison, Sébastien. Et les gens qui se sont offusqués, ben, alors je vous réconforte. Vous avez raison. C'est pas parce que mon père n'était pas entrepreneur et n'aurait jamais investi dans l'immobilier que ça m'a freiné. Pourquoi? Parce que moi, j'ai décidé de ne pas adhérer à ses croyances à lui. Je suis allée chercher d'autres croyances qui m'ont aidé à investir dans l'immobilier. Et ça, Sébastien, c'est bon dans les affaires, mais c'est bon dans tout. C'est bon au niveau de la santé. Je te donne d'autres exemples. La personne qui dit, moi, j'ai la croyance que j'ai une santé fragile. Parce que toute sa jeunesse, sa mère lui disait, ah, t'as été malade toute ta jeunesse. Nous, on a une petite nature, on a une constitution faible. Et cette personne-là, à l'âge adulte, a acheté l'idée que, qu'est-ce que tu veux, elle n'a pas une bonne santé. Ou d'autres exemples, au niveau du couple. Pendant 10 ans, moi, j'ai eu une clinique en thérapie. J'aidais, entre autres, des couples qui vivaient des difficultés. Combien de fois j'ai eu des femmes ou des hommes qui avaient acheté dans leur jeunesse certaines croyances. Par exemple, les hommes ont peur de s'engager. Les hommes sont tous irresponsables. Alors imagine la femme qui a acheté cette idée-là. De quelle façon elle entre dans la vie à l'âge adulte et de quelle façon peut-elle bâtir une relation de couple sérieuse et dans laquelle un homme va s'engager, par exemple, en ayant ces croyances-là. Alors, nos croyances, quand je vous dis ce que vous croyez va se concrétiser. Si vous croyez, je ne sais pas en Europe, Sébastien, tu me le confirmeras, mais nous, au Québec, on a une expression qu'on utilise beaucoup, c'est on est né pour un petit pain. Alors, si vous croyez que vous êtes né pour quoi? On est né pour un petit pain. Ça veut dire on peut pas imaginer qu'on va vivre dans l'abondance financière. On sera jamais riche. C'est ça que ça veut dire. Vous n'utilisez pas ça comme expression? J'avoue que j'ai jamais entendu cette expression avant. J'adore, mais je connais. Bon. Alors, dites-moi une chose. Si vous avez la croyance depuis des années que vous ne pouvez atteindre l'indépendance financière ou que vous ne pouvez pas être entrepreneur, croyez-moi, vos croyances vont se concrétiser. Et le but d'aujourd'hui est de vous aider à vous défaire de ces croyances-là, à aller déraciner ces croyances-là qui sont là, peut-être dans votre tête, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On ne sait pas, en fonction de l'âge que vous avez. Donc, effectivement, on peut se défaire de nos croyances. Et Sébastien, tout à l'heure, on va voir comment le faire. Je vais vraiment donner des stratégies pratico-pratiques pour aller déraciner les croyances.
Alors, j'espère que ça répond à la question. Donc, évidemment, Oui. constat important à faire. La vie que vous avez aujourd'hui, elle provient entièrement de quoi? Elle provient de vos choix passés. Elle provient de vos habitudes passées, de vos décisions, mais aussi de vos indécisions. Toutes les fois dans votre vie où vous avez eu des opportunités, mais que vous avez décidé de ne pas passer à l'action, dites-vous une chose, ça a eu un impact sur votre vie. Donc, à partir de là, et évidemment aussi votre vie et la vie que vous avez en ce moment, évidemment, vos croyances ont un impact sur votre vie actuelle. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez des nouveaux résultats, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre santé, vous allez évidemment devoir faire des nouveaux choix. Hein? Vous connaissez sûrement cette expression qui dit c'est complètement fou de penser que si je continue à faire toujours la même chose, je vais avoir les mêmes résultats. J'ai rien inventé, tous les conférenciers disent ça. Oui. Ceci étant dit, moi je vous challenge aujourd'hui. Le challenge que je vous lance, c'est vous le savez, mais le faites-vous vraiment. Quand vous voyez dans votre vie qu'il y a des sphères dans lesquelles vous n'êtes pas entièrement satisfait, est-ce que vous vous questionnez par rapport aux choix que vous faites, par rapport aux habitudes que vous avez, par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport aux nouvelles stratégies que vous décidez d'implanter et aussi par rapport à vos croyances? Et c'est ça le défi, Sébastien. C'est ça le défi. Et c'est le défi que je lance à toutes les personnes qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, de vraiment se remettre en question. Et très souvent, ce que je fais en coaching, je dis aux gens, regarde les différentes sphères de ta vie. Regarde celles dont tu n'es pas satisfaite. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant comme nouveau choix? Qu'est-ce que je pourrais développer comme nouvelle habitude pour me rapprocher de mon nouvel objectif? Vous savez, dans le programme L'ADN du succès, j'explique que je demande aux gens au début du programme de faire une rétrospective de où vous êtes en ce moment dans votre vie. En date d'aujourd'hui, je suis où dans les différentes sphères de ma vie, mais surtout, j'ai envie d'être où dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et si je veux me rendre là, que ce soit au niveau financier encore là, au niveau de votre santé personnelle, professionnelle, si je veux atteindre mes différents objectifs, qu'est-ce que je vais devoir faire de différent? Parce que manifestement, et le programme L'ADN du succès, c'est ça qu'on aborde, c'est que manifestement, si vous n'êtes pas où vous voulez aujourd'hui, dans n'importe quelle sphère de votre vie, c'est qu'il y a des choix que vous avez faits dans le passé qui vous ont emmené où vous êtes. Il y a des habitudes, des stratégies, des comportements que vous allez devoir modifier. C'est vraiment le but de notre formation d'aujourd'hui.